Madame, Monsieur, bonjour. Ayrton Senna, pilote brésilien de Formule 1, 3 fois champion du monde, mais beaucoup plus. Ayrton Senna se tue alors qu'il est en tête du Grand Prix de Saint-Marin à Imola le 1er mai 1994. Un personnage hors norme, resté dans la mémoire collective, un héros irremplaçable, né pour survivre aux ravages du temps qui passe. Nous étions à Imola ce week-end-là en compagnie de notre réalisateur Benoît Vletting, du caméraman Michel Rouzeret, René Hénin, le preneur de son, et le pilote belge Eric Bachelard qui était notre consultant. C'était le retour de la F1 en Europe, l'atmosphère était assez guillerette, ce fut le week-end le plus noir de l'histoire. Le dimanche soir, en quittant le circuit, on est allé manger un petit bout dans une petite pizzeria à Imola et personne n'a pipé le moindre mot se repassant le film de ce week-end irréel, meurtrier, sauvage. Le lundi, en rentrant en Belgique, notre rédacteur en chef, Marc Joniot, nous a demandé de réaliser dans l'urgence une émission sur ce week-end de folie. Aujourd'hui, en compagnie de Thierry Delreux, nous allons vous en reproposer de larges extraits en y rajoutant des précisions, des témoignages et en nous demandant aussi pourquoi tellement d'années plus tard, Ayrton Senna reste tellement présent dans nos cœurs et nos mémoires. Le film s'appelait Senna est mort, tout simplement. Madame, Monsieur, bonsoir. L'un était un quasi néophyte, inconnu du grand public, l'autre une star mondiale, triple champion du monde. Ratzenberger, Senna. La mort les a broyés avec une même brutalité. Week-end d'horreur à Imola, des spectateurs, des mécaniciens blessés. Un enchaînement de tragédies, des images atroces qui se bousculent dans nos mémoires. Un examen de conscience s'impose désormais pour le sport automobile, pour autant bien sûr que le mot conscience présente la moindre valeur pour ceux qui détiennent les rênes de la Formule 1. Des images, des témoignages, des commentaires, des analyses, des souvenirs, voilà ce que nous vous proposons ce soir. Et première étape de ce week-end maudit, samedi après-midi, l'Autrichien Roland Ratzenberger, nouveau venu dans la Formule 1, nous quittait avant qu'on ait pu vraiment l'apprécier. Le 4 juillet 62 en Autriche. Salut, Roland. C'était quelqu'un qui avait vraiment la volonté de réussir. Et à l'époque, je me souviens, il faisait des choses incroyables. C'est-à-dire, il dormait au-dessus de son atelier dans une toute petite caravane ou quelque chose comme ça. Et il réparait ses moteurs lui-même, il faisait tout lui-même. Il était toujours plein de cambouis. Et son but, c'était vraiment de réussir et d'arriver à piloter des Formule 1. Donc, faire la course automobile en général, mais c'était vraiment quelqu'un qui avait dû travailler dur. Ça lui était pas venu sur un plateau. Roland Ratzenberger s'est donc tué le samedi lors de la séance qualificative. Il avait mis 10 ans pour arriver en F1, réaliser son rêve, sans budget, à coup de débrouille
et de passion. Un personnage enthousiasme, sympa, charismatique et qui avait partagé un flat avec notre consultant Eric Bachelard au Japon. Le jeudi, en arrivant au circuit, l'Hospitality Simtech était à l'entrée du paddock. On avait partagé un café ensemble, idem le jeudi soir, le vendredi matin, le vendredi soir. Et le samedi matin, en le quittant, après avoir bu notre café, on lui a dit à ce soir. Le soir, en repassant par là, il n'y avait plus personne. Les volets étaient fermés. Ratzenberger était décédé. Ayrton Senna en avait été terriblement marqué. On avait une interview exclusive prévue avec lui le samedi en fin d'après-midi. Son attaché de presse était venu nous trouver pour dire que tout était bien sûr annulé, postposé à un autre Grand Prix. Senna avait pris la peine d'emmener avec lui pendant le Grand Prix un drapeau autrichien qu'il avait soigneusement plié, prévoyant de le déployer s'il s'imposait à ce Grand Prix d'Imola. La réalité fut bien différente. Et comme si la Formule 1 avait décidé de ne pas se suffire d'une première tragédie, dimanche, la trajectoire d'Ayrton Senna se fracassait également contre le mur de Tamburello. Notre passion pour le sport automobile, une passion qui remonte à l'enfance, n'avait plus tout à fait le même sens. De jeudi à dimanche, nous vous proposons de revivre le week-end d'Ayrton Senna à Imola. Et curieusement, en montant la séquence, nous avons eu une drôle d'impression, comme le montage d'une chronique d'une mort annoncée, un pressentiment, la bonne humeur, les rires, jeudi, et puis progressivement la mort qui se met à rôder avant de frapper. Okay. How are you? Good. You missing us? Where's the sun? What is the I sun? know, it's in the kitchen. We never get out in the kitchen anymore. You're not sun either. Why not? I've been working. Oh, yeah. Where's Working hard. I'm going. Come say hello. I go to. See you in the morning. Tem algum experimento no rosto? O lábio tá um pouquinho inchado, deve ter batido. Mas não, tá bem, ele tá bem. Aí, portanto. Tá. It seems to be okay. Tá. Il semble aller. Oui, ça va, il parle, il vit. Yes, it's conscious, it's okay. Oui, je l'ai vu, il n'y a pas de problème. The control, but so far, Il est toujours sous contrôle. C'est un grand ami à vous. of course. Oui, évidemment, un très grand ami. Ladies and gentlemen, members of the press. He's doing this.
La conférence de presse sera très courte. Les conditions de l'accident sont excessivement graves. Il y a un traumatisme crânien très grave, une insuffisance que nous essayons de traiter au niveau respiratoire. Il y a aussi une hémorragie qui a entraîné un arrêt du cœur. Le cœur a recommencé à battre, la circulation a repris. Du point de vue crânien, cela reste très très grave. D'autres analyses sont en cours, nous ferons des radios et un scanner. Ayrton Senna est mort, un lourd rideau de silence est tombé sur Imola. Personne ne veut rien dire, quelques réactions tout de même récoltées auprès des pilotes à Imola. Oui, évidemment, j'ai gagné la course, mais cela ne peut pas me satisfaire. Je ne suis pas heureux. Ce qui s'est passé ce week-end, je ne l'avais jamais vu. Il y a tant de choses à dire. Ce que je peux dire à propos de tout ça, c'est qu'on doit en tirer des enseignements. Il faut comprendre ce qui s'est passé et en tirer des conclusions. C'est tout ce que je peux dire. Je crois que ce n'est pas seulement l'accident de Senna qui importe, c'est tout ce qui s'est passé ce week-end. C'est horrible. Je ne sais pas dans quel état d'esprit se trouvait Ayrton, mais en tout cas, ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Et comme je l'ai déjà dit, j'espère qu'on en tirera des leçons. Oui, effectivement, c'est pas un week-end facile pour la Formule 1, mais bon, c'est malheureusement c'est les concours de circonstances qui se sont additionnés les uns les autres qui font qu'effectivement c'est un week-end de trop. Et ma foi, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à revoir et que les gens les reverront dans le bon sens. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de gens qui disent que les voitures sont trop dangereuses ou bien que la piste d'Imola est trop dangereuse aussi. Qu'est-ce que vous en pensez puisque vous étiez sur la piste vous et dans les voitures? Vous savez, on peut toujours tout remettre en cause quand il y a des phénomènes comme celui-ci qui se passent, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que les Formule 1, l'année dernière, elles étaient très aidées par des tas de systèmes sophistiqués d'aide au pilotage qui étaient nécessaires par rapport aux performances des voitures. Aujourd'hui, ces aides ont disparu et les voitures sont devenues encore plus performantes. Et je crois qu'aujourd'hui, il est très difficile de maîtriser les Formule 1 modernes et on a surtout peu de temps pour rattraper le moindre incident et c'est pour ça que ça se finit souvent un petit peu dramatiquement. Les causes de l'accident ne furent jamais véritablement élucidées. 10 ans d'enquête et de procédure pour aboutir à la conclusion. Rupture de la colonne de direction de la Williams qui avait tapé le mur de Tamburello dans un angle très défavorable. Un triangle de suspension brisé lui a transpercé le visage comme une lame de couteau au niveau de l'arcade sourcilière droite. La colonne de direction avait été modifiée à la demande de Senna pour une meilleure installation dans le cockpit, mais ça avait été fait avant le début de la saison. Le professeur Sid Watkins, responsable de la commission médicale en F1 et proche de Senna, malgré la grande différence d'âge, nous racontera plus tard qu'en enlevant le casque du pilote brésilien, il a découvert un Senna les yeux fermés, dans le coma. En soulevant les paupières pour ausculter les pupilles, il s'est rendu compte de la gravité extrême de la situation, des blessures très sérieuses à la tête, au cerveau. Il a tenté un combat désespéré sur le tarmac même. Il dira plus tard « Je ne suis pas croyant, mais à cet instant, j'ai senti son âme le quitter. » Le casque jaune de Senna sera incinéré des années plus tard en présence de quelques membres de sa famille. La mort de Senna servira d'électrochoc et de nombreuses améliorations seront apportées au niveau de la sécurité, que ce soit sur les circuits, sur les voitures, sur les casques, sur les équipements des pilotes ou dans les procédures médicales. Un pilote, un seul, était sur les lieux du drame, le Français Eric Comas. Vous allez le constater, l'histoire est troublante et se conjugue en deux, selon certains gestes qu'il a appris auprès de son ami le professeur Watkins. Eric Comas dira plus tard que Senna
lui a sans doute sauvé la vie. La seconde partie de l'histoire se déroule à Abu Dhabi en 2010, où lors d'un déjeuner avec certains confrères, Eric Comas accepte de nous parler de la deuxième partie de l'histoire. Il dit « J'ai mis 10 ans à pouvoir en parler. On est le 1er mai 1994 à Imola, au briefing des pilotes le dimanche matin. L'atmosphère est pesante suite au décès de Ratzenberger. Senna est troublé. Il demande à Eric Comas, qui est assis à ses côtés, de l'aider pour être son relais auprès de tous les pilotes, parce qu'il dit il y a urgence, il faut faire quelque chose au niveau de l'amélioration de la sécurité. » Et puis un peu plus tard, lors du départ, un nouvel accrochage entre les voitures de Lamy et Leto. Il y a des débris qui sont projetés un peu partout, des spectateurs blessés. La voiture d'Eric Comas est touchée. Il rentre au stand pour essayer de réparer, drapeau rouge, l'accident de Senna, mais la voiture de Comas est au bout de la pit lane et dans la confusion générale, on lui dit de reprendre la piste. Il arrive donc sur les lieux du drame, il arrête sa voiture, il sort de sa monoplace, il voit Senna étendu par terre, il voit son casque, il réalise l'ampleur de la catastrophe, les yeux totalement embués avec incroyablement beaucoup d'émotions. Il nous dira « J'ai vu mourir celui qui m'a sauvé la vie ». Il sera ramené en voiture officielle jusqu'à son stand. Il refusera de reprendre le départ, ce qui lui sera d'ailleurs reproché par son écurie. Il prend la direction de l'aéroport où il apprendra en fin d'après-midi ce qu'il savait déjà. Ayrton Senna est décédé. Très touché par la disparition de son meilleur ami, il s'envole ce soir pour aller assister aux funérailles au Brésil. Nous l'avons rejoint à Zaventem il y a 1 heure à peine. Thierry Boutsen. Thierry, bien plus qu'un collègue, c'est vraiment un très très bon ami que vous avez perdu ce week-end. C'est quelqu'un qui faisait le même métier que moi, c'est sûr, mais c'est surtout un ami que j'ai perdu parce que on se connaissait extrêmement bien en tant que pilote d'abord, en tant que il faisait un petit peu part de notre famille, nous autres on faisait un petit peu part de sa famille à lui, donc on se connaissait vraiment très très bien à ce niveau-là et c'est ça qui est le plus dur. Hein. Quand vous l'avez vu pour la dernière fois? Je l'ai vu, en fait, j'avais été le voir au Castellet quand il faisait les essais privés il y a 1 mois à peu près. J'avais été avec Kevin justement, on était parti passer une demi-journée au Castellet voir la Williams rouler, puis voir Ayrton à ce moment-là, et puis c'est la dernière fois que je l'ai vu. Il devait être un peu tracassé, puisque c'est un gagneur, c'est un perfectionniste, que sa Williams ne marchait pas. Est-ce que vous sentiez qu'il était un peu nerveux et vous avez dit qu'il ne sentait pas cette nouvelle voiture? Mais il ne l'aimait pas trop au moment où il l'a essayé. Il a dit que c'était les premiers tours de roue aussi, mais il ne la sentait pas très bien. Il ne l'aimait pas trop à ce moment-là, mais je crois que depuis lors, il avait amélioré la voiture et il était parvenu quand même à la mettre en pôle presque à tous les coups. Donc je crois que ça ne devait pas trop lui plaire, hein, malgré tout. Bon, c'est la fatalité, c'est sûr. Ceci dit, est-ce que vous avez l'impression que ça pouvait être évité? Mais ça fait déjà beaucoup de temps, longtemps qu'on dit que ce circuit est extrêmement dangereux au niveau de la sécurité dans 3 endroits bien différents, notamment là où il y a eu les 2 accidents, puis il y en a encore un autre de l'autre côté. Les voitures vont trop vite et la sécurité sur ce circuit n'est pas du tout suffisante. Les murs sont trop loin de la piste et avec un angle beaucoup trop fermé par rapport à la piste. Donc quand une voiture sort de la route, elle passe de 300 à l'heure à, je dirais, 30 km/h en 30 cm, le temps qu'elle absorbe un petit peu le choc, elle s'arrête. Donc en 30 cm, le corps n'a pas la capacité d'absorber ça. C'était prévisible, mais c'est terrible. C'était encore pire de savoir que c'était prévisible et qu'on aurait pu éviter ça. Ça doit vous faire enrager un peu. Ça me révolte, c'est sûr, parce que ça fait tellement longtemps qu'on en parle, ça fait tellement longtemps que le dit, ça fait tellement que les pilotes se plaignent du manque de sécurité sur certains circuits, se plaignent aussi que les voitures vont trop vite. Chaque année, on demande pour faire des réductions, pour faire aller les voitures moins vite. Et bon, les essais qui sont faits dans ce sens-là ne portent pas leurs fruits. Il faudrait en fait que les voitures soient entre 10 et 15 secondes au tour plus lentes. Et chaque fois qu'on amène une modification au règlement, on perd une demi-seconde qu'on gagne tout de suite au bout de 2 séances d'essai. Donc, c'est pas suffisant pour moi. Pour moi, il faut reprendre tout du début à la fin et relancer, faire un nouveau départ au règlement technique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les pilotes soient enfin entendus? Je crois que ça suffit maintenant. Hein. Je crois que les gens ont compris, j'espère. Hein.
Ça vous dérange pas de voir que depuis quelques années déjà, les impératifs commerciaux, financiers prennent le dessus sur presque tout le reste? C'est beaucoup de choses, mais dans beaucoup de métiers comme ça, dans beaucoup de sports aussi. Donc, c'est comme ça. En fait, le sport et la finance, ça va ensemble actuellement, parce que, d'autant plus que la Formule 1 est un sport qui coûte excessivement cher. Et que ce n'est que grâce aux gros sponsors, à la grosse finance ou au côté commercial de la chose que la Formule 1 peut vivre. Donc, elle s'est développée automatiquement dans cette direction-là, mais ce n'est pas une raison pour que les voitures deviennent aussi rapides qu'elles ne le sont, pour que la distance entre la sécurité voiture et la sécurité circuit soit de plus en plus grande et que ça devient presque incompatible. Vous avez peur pour l'avenir de la Formule 1, pour encore assister peut-être à d'aussi sales week-ends? Ça, j'en sais rien, j'espère que non. Maintenant, je crois que la Formule 1 a eu sa dose, elle peut continuer sans ça. Chaque fois que quelqu'un perd un être cher, bon, c'est terrible. Je dirais que les pilotes, il y a encore une dimension particulière, c'est que vous courez des risques, vous savez que ça fait partie intégrante de votre vie. Comment est-ce que vous vivez ça? C'est ce que je me dis toujours au niveau d'Ayrton. Je me dis, il savait les risques qu'il prenait, il savait très bien que la casse mécanique peut arriver. Bon, l'erreur est humaine, on dit toujours ça. Et c'est une erreur qui a été faite sur sa voiture, peut-être au niveau de la conception, peut-être au niveau du montage, peut-être au niveau de je ne sais pas quoi. Et c'est une erreur que le pilote accepte en montant dans sa voiture. De toute façon, il conduit sa voiture telle qu'elle est là. Et ce qu'il faudrait, c'est que ça puisse arriver sans avoir une suite telle qu'elle s'est passée 2 fois ce week-end. Il avait peur de la mort, Ayrton? Non, mais il était très très conscient des risques qu'il prenait, ça de toute manière. Mais bon, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Si je vous demande un souvenir, Ayrton Senna, un souvenir, le meilleur qu'il vous laisse? Le meilleur, c'est le souvenir, je sais pas, j'en sais rien. C'est chaque fois que j'étais avec lui, chaque fois qu'on a passé des bons moments ensemble, chaque fois qu'on a passé des vacances ensemble. Et puis, peut-être la dernière fois que je l'ai vu, ça restera à tout jamais dans ma mémoire. Thierry Boutsen qui assistera donc aux funérailles d'Ayrton Senna au Brésil. Pas facile vraiment d'assurer le commentaire d'un week-end aussi cruel. Souvent, l'envie de déposer le micro est bien réelle. Et puis finalement, on continue. Richard Debert qui a couvert 250 Grands Prix pour la RTBF. Sa réaction. Ça vous heurte pas qu'on était jusqu'au bout en tant que commentateur TV? Si, je me demande ce que j'aurais fait à votre place dans le commentaire. Ça m'est arrivé une fois, la mort de Riccardo Paletti. C'était le Grand Prix du Canada en 1982. Nous étions en direct et en studio à Bruxelles. Et je me suis senti complice de cet accident, complice et donc aussi coupable. Et j'ai voulu déposer le micro. Heureusement, j'avais à côté de moi un pilote, Daniel Eroguts, qui m'a donné la version du pilote, le réflexe du pilote. Lorsqu'un pilote meurt, il y en a toujours un autre pour le remplacer. Et c'est peut-être ça aussi le drame que les pilotes vivent pour le moment. Ils ne parviennent pas à faire une union entre eux pour effectivement endiguer les décisions prises par la Fédération internationale, parce que vous avez 26 pilotes au départ d'un Grand Prix maintenant. Si on enlève ces 26-là, il y en aura toujours 26 autres, et ainsi de suite, pour pratiquer ce sport. Et voilà la raison pour laquelle les autorités en profitent peut-être quelque part de cette situation. Si je vous demandais un souvenir qui vous a marqué prioritairement concernant Ayrton Senna? C'est la simplicité, tout en étant un artiste, en étant un virtuose, en étant le magique Senna. Senna abordable et Senna préoccupé par la mort de Ratzenberger. Et je pense que vous avez fait filmer son image proche au départ. On n'a pas reconnu là Ayrton Senna. Ayrton Senna a été bafoué sur la grille même de départ en recevant une lettre de la Fédération internationale. On lui écrivait plus exactement: mêlez-vous de ce qui vous regarde. Vous n'aviez pas à aller voir le lieu de l'accident. Vous êtes pilote, vous êtes le champion du monde en titre, en tout cas trois fois champion du monde, pilotez, et c'est tout ce que vous avez à faire. Je crois que Senna était préoccupé par ça, préoccupé par quelqu'un qui est inconnu pour le grand public. Ratzenberger, on l'aurait oublié très très vite. Il est associé maintenant à la mort d'Ayrton Senna, mais je crois qu'avant cela, Senna y a beaucoup pensé, et c'est très significatif de son attitude. Il a gagné beaucoup d'argent, mais il avait des gestes nobles, des gestes généreux à l'égard de la population brésilienne notamment, et de ses amis très proches. Transféré par hélicoptère à l'hôpital Maggiore de Bologne, où son décès est officialisé à 18h40. Senna quittera l'hôpital en corbillard sous les yeux de fans abattus, incrédules, direction l'aéroport pour le ramener au Brésil.
Le Brésil sous le choc, qui a vécu la mort de son idole en direct, le Brésil anesthésié par la douleur. Le Brésil qui décrète un deuil national. Le jour des obsèques, le 5 mai 94, sur la route de l'aéroport vers le centre-ville, puis le cimetière de Morumbi, le cortège funèbre avance au milieu de centaines de milliers de personnes. On a parlé de plus de 3 millions de Brésiliens accompagnant le camion de pompiers servant de corbillard. Le cercueil recouvert du drapeau brésilien est porté notamment par Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Gerhard Berger, Thierry Boutsen, Michele Alboreto, Rubens Barrichello et Alain Prost. Des centaines de millions de téléspectateurs suivent cet hommage. L'histoire raconte que ce jour-là, à Sao Paulo, il n'y aura pas un seul crime commis, alors que cette mégapole détient de bien tristes records en la matière. Senna, pleurait les Brésiliens, était le seul qui nous rendait fiers d'être Brésiliens. Il nous donnait de la joie, de la dignité, des funérailles de chefs d'État. Cette année, Ayrton Senna rejoint le clan Williams-Renault, l'équipe en vogue qui vient de consacrer Mansell et Prost champions du monde. Frank Williams s'offre ainsi le pilote dont il rêve depuis 10 ans et Senna rejoint l'écurie qui le fait rêver depuis plusieurs saisons déjà. Et ce qui devait être une fabuleuse aventure vers une 4e couronne mondiale tourne au cauchemar. Estoril, janvier 94, présentation en grande pompe de la formation 94, fer de lance, Ayrton Senna. He finished second in last year's World Championship. Ladies and gentlemen, Brazilian driver Ayrton Senna. Williams-Renault, 71 victoires en Grand Prix, un nouveau challenge pour Senna. Ça fait 10 ans que je fais de la Formule 1. Avec les années, il devient parfois plus délicat de se remotiver à l'aube de chaque saison. C'est dû en partie au stress, à la pression énorme que l'on doit supporter. Pour essayer de réduire ce stress, il faut trouver sans cesse de nouvelles motivations. Et pour cela, j'avais besoin d'un changement radical. Il fallait couper avec le passé, porter un regard neuf sur la Formule 1. Photo d'usage pour lancer la saison. Senna se frotte les mains à l'idée de pouvoir enfin piloter une Williams-Renault. Premiers essais, premier contact avec les ingénieurs. On nous a un peu parlé de ses expériences passées chez les concurrents, ce qui est tout à fait normal, je crois. Ce qui nous a permis de voir à quel point il était très affûté sur le plan technique et avait pu décortiquer et analyser tout ce qu'il avait vécu, même des choses difficiles à appréhender. Senna en piste durant les essais hivernaux, apprendre à connaître le bolide et les membres de l'équipe.
Le sport automobile, c'est du business, c'est sûr, mais tous les gens qui y sont impliqués, qui préparent les voitures, les sponsors, les pilotes, tous sont des dingues d'auto, des fanatiques enthousiastes. Il y a donc un aspect très humain, sous-jacent, que l'on ne souligne pas assez. Il faut du temps pour nouer ces liens, pour créer cet esprit. Et je l'avoue, ça m'angoisse un peu. J'ai hâte de pouvoir découvrir la Williams plus en profondeur. J'ai beaucoup de choses encore à en apprendre. J'en connais peu de choses actuellement. J'ai besoin de rouler, 2 sessions d'essai avant de pouvoir m'y sentir à l'aise, de pouvoir exploiter à fond aussi bien mon potentiel que celui de la Williams. Premier Grand Prix, le Brésil, piégé par une ruade de sa FW16. Premier échec. Grand Prix à Aïda, sorti par Hakkinen et puis cartonné par Larini. Deuxième revers, ça restait hélas un préambule. Senna avait donc finalement rejoint l'écurie Williams-Renault en 94, succédant dans ce baquet à Alain Prost qui venait de tirer sa révérence en étant sacré champion du monde. Senna espérait hériter de la meilleure voiture du plateau. Ce n'était pas le cas. Dès les premiers essais, il s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de pain sur la planche. Comme nous l'explique Lionel Froissart, un journaliste français qui a eu le privilège de bien connaître Senna, qu'il avait rencontré lors de la première visite de Senna en Europe. C'était en France, au Mans, en karting. Il avait repéré ce pilotage agressif, cette osmose incroyable entre le pilote et sa machine. Il s'était parlé, avait sympathisé, avait gardé ses contacts privilégiés, même lors des années Formule 1. J'avais parlé avec lui, bien sûr, au Brésil, à Sao Paulo, pour la première course de la saison, à Aïda ensuite, et à Imola. Alors, dans la chronologie, j'avais pu le voir un petit peu à Sao Paulo, malgré les nombreuses sollicitations. En plus, c'est sa première saison chez Williams. Et il m'avait vraiment glissé, mais c'est un secret pour personne, il m'a dit vraiment la voiture, elle est vraiment pas terrible et elle est vraiment très difficile à conduire. Alors, pour que Ayrton vous dise ça, c'est que c'était, disant vraiment, il m'a jamais dit elle est dangereuse ou il dit elle est vraiment difficile à conduire. Il y a un vrai problème, il faut qu'on travaille, on va y arriver, mais c'est très très dur. Williams Renault, l'équipe d'Ayrton Senna, les membres de l'écurie atterrés sont rentrés en Angleterre. Lundi matin, les témoignages de sympathie ont afflué. Beaucoup de gens viennent ici. Ils ont conscience que le foyer de l'équipe se trouve ici. Des tas de gens viennent nous apporter leur soutien. On n'arrive pas à le croire, mais c'est comme ça. On se sent impuissant, on veut faire quelque chose, mais on ne peut rien. Évidemment, au cours des années, les pilotes ont toujours signalé qu'il y avait certains problèmes. Et les points qu'Ayrton avait soulevés auprès de Frank durant les dernières semaines seront pris en considération lors de l'enquête qui aura lieu dans les prochains jours. C'était le meilleur. Peut-être le plus grand pilote de sa génération. Senna était doué. On n'imaginait pas qu'il puisse arriver quelque chose à Ayrton Senna. Cruel manque de réalisme, bien sûr, dans un sport où l'on file entre les murs à près de 300 km/h et même à plus de 300 km/h. Les Grands Prix, c'était l'univers d'Ayrton Senna. Plusieurs fois ces dernières saisons, nous l'avions rencontré, nous l'avions côtoyé dans les coulisses des paddocks. Je vous propose de parcourir ensemble quelques pages de cet album Souvenirs, Senna dans les coulisses et la mémoire du temps qui s'embrouille.
Il fut l'un de nos mousquetaires dans le grand cirque de la Formule 1, Eric Van de Poel. Il était en Angleterre ce week-end au moment du drame, mais très concerné par tout ce qui s'est passé à Imola. Il nous a livré ses impressions. Nouveau règlement, ça peut être mis en cause. On peut dire qu'avec les anciens systèmes électroniques, par exemple, on aurait pu éviter ces drames. Il y a moyen de polémiquer des heures sur tout ça. Je crois que les Formule 1 actuels ont des appuis aérodynamiques énormes, donc les contraintes sont énormes sur tout. Les voitures sont vraiment plaquées au sol, vu justement les suspensions passives pour éviter les problèmes justement de perte d'adhérence sur l'avant ou sur l'arrière. Donc la moindre bosse sur un circuit est critique pour une voiture. Et à haute vitesse, quand on connaît les charges aérodynamiques sur les voitures, qui sont plus d'1,5 tonne, quand il y a des courbes qui sont... quand on est dans la voiture, on pense qu'il ne peut rien se passer parce que c'est comme une ligne droite. Là où les deux accidents se sont passés, ce sont des courbes, mais c'est complètement à fond. Théoriquement, ça ne doit pas poser de problème. Et c'est uniquement la casse mécanique qui peut vraiment provoquer quelque chose de très grave. Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas des pneus un peu partout? Pourquoi est-ce qu'on met des murs? Les murs, c'est ce qu'il y a de pire pour moi parce qu'il n'y a aucun pouvoir d'absorption de choc. Et même à 50 à l'heure, on en parle tous les jours sur la route, il y a moyen de se faire très mal. Donc là, sur les circuits où justement les vitesses sont très élevées, les coques sont très rigides, donc forcément, c'est très difficile de résister à un impact de 300 km/h. Donc plus de fermeté dans l'homologation des circuits et certainement le circuit d'Imola sur la sellette. Oui, mais je pense que le circuit d'Imola n'est certainement pas le seul. C'est vrai qu'il faut les faire évoluer en fonction de l'évolution technique des voitures aussi. Notamment, je pense au revêtement, parce que les bosses ont toujours été un réel problème pour les voitures de course, dû justement aux appuis aérodynamiques. Mais je crois qu'il faut surtout se concerter, parler avec les pilotes, parce que je crois que les pilotes savent exactement où on sort de la route et où il faut faire des dégagements et pas les changer une fois que c'est fait, parce que ça coûte de l'argent et c'est souvent trop tard. Et il faut surtout discuter. Le côté business, le côté argent de la Formule 1, ça ne vous dérange pas? Ça ne dérange pas les pilotes qui parfois ont l'impression d'être un peu des marionnettes dans le grand cirque? Mais disons que les pilotes vivent ça un peu différemment parce que c'est vraiment notre passion. Je dis toujours, nous on a la chance de connaître le bon côté de la Formule 1 parce que c'est vrai qu'il y a un côté toujours requin dont on parle toujours, il y a énormément d'argent en jeu, mais nous on est vraiment braqués sur notre passion, sur la conduite d'une Formule 1, sur le développement technique, etc., qui parfois nous font un peu oublier tous les mauvais côtés. Mais ça nous remet un peu en question quand il se passe des événements comme ça, et c'est vrai que ça fait réfléchir très fort. Comment est-ce qu'un pilote fait pour remonter dans un bolide après avoir vécu des instants aussi tragiques? Je crois que tout le monde a certainement eu quelqu'un de proche qui a eu un problème sur la route en voiture, et le lendemain on prend quand même sa voiture pour aller au bureau. On y pense, mais on fait son travail, et je crois que ici, dans le cas de la course automobile, il faut justement remonter le plus vite possible et essayer de se concentrer à fond sur notre travail et faire notre passion. De toute façon, on connaît les risques, on sait qu'ils sont là, et on en est beaucoup plus conscient le jour où ça arrive, ça c'est clair. Senna, de plus en plus conscient des problèmes de sécurité, s'en préoccupait indéniablement. Il était, c'est vrai, le dernier champion du monde encore en activité. L'an dernier, à Budapest, nous l'avions surpris lors d'une reconnaissance du circuit en compagnie de Roland Brunserad. Si tu viens là, tu mords la poussière, c'est dangereux. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment un très mauvais endroit. Il faudra absolument faire quelque chose. C'est important de vérifier le circuit avant la course? Oui, il vaut mieux vérifier avant la course, car parfois, il y a certains problèmes, il faut y remédier pour des raisons de sécurité. Les choses se sont dégradées depuis l'année passée? C'était la même chose avant.
Senna est mort, mais la F1 continue. 15 jours après Imola, c'est le Grand Prix de Monaco. Chape de plomb sur la principauté. Gerhard Berger, l'ami de Senna, annonce qu'il poursuit finalement sa carrière. Mais les ondes négatives continuent à inonder la F1. Un autre très grave accident avec un autre Autrichien, Karl Wendlinger. Et puis la Fédération internationale prend les choses en main et annonce de nouvelles mesures de sécurité. Monaco, atmosphère affreusement lourde, regard furtif vers le stand Williams-Renault et ce drapeau brésilien en berne. Les hommages à Ayrton et Ratzenberger, dans une moindre mesure, sont innombrables. C'est dur, on est tous très abattus. La perte d'Ayrton, on ne s'en remet pas comme ça du jour au lendemain. Je crois qu'il faudra des mois et des mois avant de refaire surface. Et tandis qu'on s'acharne aux derniers aménagements sur le circuit, chicane de ralentissement matérialisée par des alignements de pneus et autres derniers préparatifs, Gerhard Berger annonce qu'il poursuit sa carrière en Formule 1 malgré les heures noires qu'il vient de vivre. C'est la passion qui l'emporte. Jeudi, la tension reste très présente. Les laissez-passer habituels ne suffisent plus, pas l'idéal pour travailler. La confusion est réelle, même Bernie Ecclestone l'admet. Et pourtant, il faut en revenir à la course, même si le cœur n'y est pas. N'est-ce pas, Franck ? Après tout ce qui s'est passé à Imola, dans la tête, comment vous faites pour aborder ceci blindé mentalement? Parce qu'il faut être concentré à 100%. Il faut être concentré, mais il est clair que c'est de toute façon le Grand Prix tristesse. Et puis bon, après petit à petit, ça passera, quoi. Le patron d'écurie, Jean Todt, lui, salue sa petite famille, satisfait du comportement des Ferrari et de la décision de son pilote autrichien, Gerhard Berger. Vous savez, les pilotes peuvent souvent se poser des questions, mais en tout cas... jamais Gerhard ne m'a exprimé le sentiment de vouloir s'arrêter. Tiens, voilà Roland Brunserad, peu épargné ces derniers jours. Pas facile d'entrevoir le rendez-vous monégasque avec toute la sérénité voulue. Ouais, je dois dire une chose que... Posez-moi la question dimanche soir, je vais vous répondre, pas encore aujourd'hui. Tout sera bien passé. Ouais, exact. Pour ralentir les bolides dans les stands, c'est comme sur nos autoroutes, gare au radar. Les Formule 1 sont en piste pour les premiers essais. Schumacher, lui, est au repos forcé, moteur cassé. Et puis, la série noire recommence et le paddock replonge dans la stupeur et l'incrédulité. Accident de Karl Wendlinger. Son équipier Frenzen rentre à pied, l'écurie Sauber est en état de choc. À l'hôpital Saint-Roch à Nice, on confirme l'état critique du pilote autrichien. Peter Sauber fait les 100 pas dans le couloir. Gerhard Berger, grand copain de Wendlinger, est le premier à être venu aux nouvelles. Autre émotion, mais sans conséquences corporelles, la sortie d'Eric Comas. Le sport auto reste décidément un sport dangereux. Je pense qu'il est légitime de vouloir, sans discontinuer, améliorer les choses, la sécurité. Mais le sport automobile, quoi qu'on fasse, restera toujours un sport dangereux. Vendredi, quelle journée? En résumé, 2 points forts. 1, la recréation d'une association de pilotes. Après plus de 4 heures de réunion, Lauda, Schumacher, Berger, Fittipaldi en sont les porte-paroles. Il y avait vraiment un désir de faire quelque chose, une volonté unanime. Et je crois qu'on est sorti de là avec... des résolutions importantes qui vont permettre des changements qui seront aussi importants. Le Grand Prix aura donc bien lieu, Bernie Ecclestone confirme. L'après-midi, deuxième temps fort, Max Mosley annonce une flopée de modifications techniques qui seront effectives, les premières mesures en tout cas, dès le Grand Prix d'Espagne. Nous sommes une famille, nous, les pilotes, les constructeurs, les ingénieurs, les commissaires, les organisateurs, il faut qu'on travaille ensemble. Mais à la fin, c'est la fédération qui, si je peux dire ça, est plus ou moins le père de famille. Alors quand il y a vraiment une grande difficulté, comme maintenant, c'est le père de famille qui doit décider. On a fait ça, mais on fait ça en essayant d'être aussi bien que possible avec tout le monde. Heureusement, je crois que les pilotes sont avec nous.
Ce Grand Prix de Monaco sera remporté par Michael Schumacher, mais l'image la plus intense de ce week-end, c'est cette minute de silence poignante avant le départ, tous les pilotes réunis en hommage à Ratzenberger et Senna. Ayrton Senna vouait une grande admiration à Juan Manuel Fangio, 5 fois champion du monde, un grand respect entre les deux hommes. Ce sont deux Sud-Américains et moi ce qui me sidère toujours, c'est de penser que Fangio est parti après Senna. C'est incroyable et c'est vrai qu'ils s'entretenaient au téléphone assez régulièrement. Je me souviens qu'ils se sont côtoyés sur un podium au Brésil. Il avait un immense respect, oui, pour ce qu'avait fait Fangio. Encore une fois, parce qu'il connaissait bien la course et il savait ce que représentait Fangio. D'ailleurs, on disait tout à l'heure que Senna, on voit toujours des traces ou des images de lui aujourd'hui. Je pense que l'autre personnage de la F1 qui se rapproche de ça, dans un domaine un petit peu différent, c'est Fangio. On a longtemps fait référence à Fangio. Tu te prends pour Fangio, ou, voilà, et sans l'avoir jamais vu courir. Hein, et ça a longtemps été la référence du pilote de course. Senna, fascinant, insaisissable, intimidant, obstiné, parfois certainement de mauvaise foi, amoureux fou du Brésil, perfectionniste maladif, très croyant. Il pensait d'ailleurs aussi que sa croyance en Dieu lui servait de bouclier contre la fatalité. Mais en dehors des circuits, comment était-il dans le privé? Lionel Froissart a eu le privilège d'être reçu dans plusieurs de ses résidences. C'était quelqu'un quand même d'assez réservé, mais c'était un type qui aimait bien se marrer. Il n'était pas, lui, doté d'un humour dévastateur, mais il aimait bien se marrer. Je pense que c'est ce qui lui a plu, par exemple, dans sa relation avec Gerhard Berger, plus tard chez McLaren, c'est qu'il avait trouvé en Berger un vrai déconneur qui le détendait un peu, parce que lui sentait que la course, c'est ce qu'il voulait, hein, mais la course le bouffait un petit peu quand même. Hein. Il donnait tellement à la compétition que en dehors de la course et vraiment des périodes en dehors des saisons, oui, c'était quelqu'un qui aimait bien s'amuser et de manière assez surprenante, qui était assez, on va dire, pour employer un langage un peu trivial, assez flemmard finalement. Ce qui mettait en run d'ailleurs Alain Prost quand ils ont commencé à collaborer ensemble chez McLaren, parce que Alain se faisait tous les essais. Des premiers essais d'intersaison au Brésil, par exemple chez McLaren, et puis arrivaient les essais du Brésil, Senna montait dans la voiture, tapait un temps avec la voiture qu'Alain avait mis au point. Et ça agacé beaucoup Alain. Et je me souviens être allé à Angra chez Ayrton, où il avait une propriété absolument formidable, un très bel endroit. Il disait d'ailleurs, regarde ici, c'est le paradis, et c'est vrai que ça y ressemblait. Et il y avait sur la table des posters, des photos, des tas de choses de McLaren, Marlboro aussi à signer, et il remettait au lendemain. Vraiment, il aimait profiter au maximum du Brésil, et en dehors de la saison, pendant l'intersaison, franchement, il faisait pas grand-chose en rapport avec la course. C'était toujours là, il phosphorait beaucoup, mais en dehors de se préparer physiquement, c'était pas un acharné du travail. Pourtant, à cette époque, il y avait pas mal d'essais. Ayrton Senna, dit Magic. On passe en revue rapidement l'album de quelques-uns de ces moments qui ont fait sa légende. Senna-Prost, deux champions indissociables. Quand Senna arrive en F1 en 84, il a 24 ans, Prost en a 29. Ils cohabiteront chez McLaren en 88 et 89, une rivalité sans nom, sans merci, brutale, agressive, mais sans doute le plus beau chapitre de l'histoire de la F1. Le Mexicain Joe Ramirez a travaillé avec les deux pilotes chez McLaren comme responsable de l'intendance. Il nous évoque cet implacable duel. C'était une chance unique de pouvoir vivre ces années chez McLaren. Le meilleur moteur, les meilleurs pilotes, les meilleurs sponsors. Mais malgré le fait que tout le monde savait que McLaren allait gagner, on ne pouvait pas escroquer le public en faussant les choses. Nous avions deux voitures identiques pilotées par les deux meilleurs pilotes du monde qui se disputaient la victoire. C'était tellement serré. En 88, Alain a remporté 7 courses et Ayrton 8. C'était fantastique. Et si nous n'avions pas rencontré le problème à Monza, nous aurions remporté les 16 courses de la saison.
C'était une saison incroyable. Très souvent, Lewis Hamilton dit qu'Ayrton Senna est son modèle. Est-ce que vous percevez quelque chose d'Ayrton en Lewis Hamilton? C'est certain. On retrouve chez ces deux pilotes ce désir permanent de gagner. Senna disait tout le temps, celui qui se classe deuxième est surtout le premier perdant. On constate exactement la même chose chez Hamilton. S'il ne gagne pas, il n'est pas satisfait. Par contre, on ne peut pas les comparer du point de vue de leur vie privée. C'est le jour et la nuit. Mais côté compétition, ils sont similaires. En course automobile, vous devez avoir cette faim de triompher. Ayrton avait cela, Prost également, mais aussi des pilotes comme Schumacher. Si vous n'avez pas cela, vous ne remporterez jamais de course. Comme disait Senna, les pilotes gentils ne gagnent pas de course. Quand Alain Prost a pris sa retraite fin 93, Ayrton Senna s'est senti orphelin. Lionel Froissart était dans la propriété de Senna à Sintra au Portugal, juste après l'annonce de la retraite du pilote français au Grand Prix d'Estoril. Je me souviens très bien que la première chose qu'Ayrton m'a dit ce matin-là, ce midi-là, il m'a parlé d'Alain. Il ne m'a pas dit l'autre, le français ou ton compatriote ou machin. Il m'a dit, mais Alain, il arrête, mais pourquoi il arrête? Est-ce que c'est vrai? Comment les gens réagissent en France? Il a encore de belles années devant lui. Enfin bref, j'étais un petit peu étonné. Je savais qu'Alain était son obsession et sa référence depuis longtemps, mais je pensais que le fait qu'il laisse la place libre chez Williams, ce qui n'était pas encore officiel, je crois, pour Ayrton à l'époque, c'était parfait pour lui. Au contraire, il savait déjà qu'il perdait sa référence. Quand il est arrivé en Formule 1, il connaissait très bien la course, un peu comme Vettel aujourd'hui, il connaissait les adversaires, les palmarès de chacun, et son objectif, c'était Alain Prost. Il savait que c'était le meilleur du peloton, et c'était le type à battre. Il y avait Piquet, il y en avait d'autres, il ne les calculait même pas. Ça ne veut pas dire qu'il avait de l'arrogance ou il trouvait que ça serait facile de battre cela. Il savait que s'il battait Alain Prost, il ne serait pas loin d'être au sommet. Donc voilà. Et donc je lui répète, je lui dis en 93, au lendemain de ce Grand Prix d'Estoril, je dis mais enfin Ayrton, tu as vu comment tu as cassé les pieds depuis que tu es en F1 et il a besoin d'un petit peu de souffler et il ne veut sûrement pas continuer cette lutte, même si il faut se souvenir qu'ils allaient se rabibocher un peu plus tard, mais bon, c'est une autre histoire. Et il me dit, et je lui dis, mais tout de même, il y a d'autres adversaires, puis il y a Michael Schumacher qui arrive. Et là, il me regarde, temps d'arrêt, et il me dit, mais Alain et moi, on est là, et Schumacher est là. Encore une fois, ce n'était pas de l'arrogance, c'était la juste vision du moment. Schumacher n'était pas encore celui qu'il allait devenir. Certes, c'était un adversaire coriace, avec qui il avait déjà eu quelques frictions, mais en tous les cas, ce n'était pas dans son esprit, à voiture égale, un danger pour la conquête d'un autre titre mondial. Donc voilà. Donc tout ça pour montrer à quel point Alain Prost représentait beaucoup pour Ayrton et que leur histoire finalement est vraiment indissociable. Alain Prost disputera son dernier Grand Prix face à Ayrton Senna en Australie à Adélaïde fin 93. Prost avec la Williams-Renault face à la McLaren de Senna, le Brésilien s'impose. C'est l'heure des adieux entre les deux hommes et un parfum de réconciliation vient illuminer ce moment. Un peu plus tard, les deux hommes se retrouveront à Bercy, à Paris, pour une compétition de karting. Formidable mano à mano sur la piste entre ces deux monstres sacrés, un régal, même si Senna en tête devra renoncer sur la fin suite à un incident mécanique, observant depuis la touche la victoire du Français. Mais les deux hommes se parlent, quelque chose a changé. Ils se téléphoneront quelques fois pendant l'hiver avant de se parler une dernière fois ce fameux week-end du 1er mai à Imola. Alain Prost découvrant juste avant le départ le message d'Ayrton Senna qu'il avait enregistré la veille.
Alain, tu me manques. Alain Prost ira aux funérailles de Senna au Brésil. On a évoqué avec lui lors d'un petit déjeuner dans le week-end sportif cette incroyable période où l'un était Magic et l'autre le professeur. C'est une sorte d'éducation. J'ai passé des heures à l'atelier, comprendre comment fonctionnait la voiture, le réglage de la voiture, etc. Et ça m'a donné une sorte de culture différente. Il faut que j'ai l'impression de conduire moi à 95%. Et que tout le reste doit être parfait pour que je puisse faire ça. Et ça a bien fonctionné. Donc j'en suis fier, même si voilà, les gens vont dire il y avait moins de panache, il y avait moins de machin, mais c'est comme ça que j'ai voulu le faire. Bon, vous êtes toujours associé à Senna, hein, qu'on le veuille ou non, j'imagine, on vous en parle souvent. Je me souviens, Senna avait dit un jour, Alain Prost, c'est ma motivation première. Puis il avait aussi ce côté un peu mystique et parfois vous aviez, sans le vouloir, le rôle de l'anti-héros. Bon, c'était... C'est tout à fait ça. Et je ne suis pas du tout une star. Et c'est vrai que le côté mystique de Senna, la manière, l'approche était différente. J'en ai beaucoup souffert, c'est vrai, parce que c'est compliqué. Vous ne pouvez rien faire contre ça. Et d'ailleurs, beaucoup montré après que je me sois retiré, c'est-à-dire fin 93, jusqu'à malheureusement l'accident, c'est que sa motivation, c'était moi. Ça m'a beaucoup touché et ça m'a fait comprendre aussi certaines choses d'avant. Et ça restera ancré à vie, quoi, c'est sûr. Senna et Prost à Imola, c'est la fin de l'histoire. Pourtant, beaucoup restent persuadés que ce devait être le début d'une autre, bien plus longue histoire. Je pense qu'il y aurait vraiment eu quelque chose vraiment de fort entre eux, puisqu'il n'était plus question de compétition. Donc tout allait bien, quoi. Il ne s'agissait plus d'écraser l'autre sur la piste, mais simplement voilà, de partager, je pense, une vision des choses assez semblable, même si dans leur style de pilotage, dans l'approche de la course, ils étaient radicalement différents dans le sens où je vois Ayrton comme un jusqu'au-boutiste et Alain, comme on le connaît, très réfléchi, très mesuré. Et quand il arrête à Estoril et que c'est sa dernière course, quand il arrête à Adélaïde sa dernière course, il s'est dit c'est fini, je me suis pas fait mal. Ce qui est dingue, hein, quand même, pour quelqu'un qui fait de la compétition depuis le milieu des années 70, quoi. Ayrton Senna a laissé une empreinte indélébile, marquant tant de générations de pilotes. Michael Schumacher a vu mourir Senna devant lui, le privant d'un adversaire qui aurait sans doute encore donné un autre éclat à sa carrière. Michael Schumacher, en 2000, à Monza, au Grand Prix d'Italie, s'impose au volant d'une Ferrari. Il est ravi de gagner chez lui devant les tifosi. Et puis, dans la conférence de presse qui suit, on lui fait remarquer qu'il égale le nombre de victoires d'Ayrton Senna, l'indestructible pilote allemand éclate en sanglots. I think delighted is the wrong word. I have no vocabulary for anything higher than that. I'm sorry, but I'm just happy. I'm just exhausted and yeah. I'm not sure if you're aware, but this is your 41st victory, which puts you in equal second all time with Ayrton Senna. Do those records mean a lot to you? Yes, it does mean a lot to me. Sorry. Thanks, Michael. Nick, for the last two races... Le journaliste passe alors à Häkkinen en lui parlant de la course. Le Finlandais qui consolait Schumacher demande un break. Can we have a break? Go to Ralph. Ralph can continue. Okay, Ralph. Le journaliste passe alors à Ralph, qui lui aussi avait une main réconfortante sur l'épaule de son frère. Schumacher, toujours très discret quant à sa vraie personnalité, se rendait chaque année lors du Grand Prix du Brésil à Sao Paulo au cimetière de Morumbi où repose Senna. J'avais rencontré et sympathisé avec son chauffeur qui m'avait raconté qu'il s'y rendait souvent en compagnie de son épouse Corina, mais à une seule condition, c'est de ne pas y être vu. Et donc il arrivait souvent que Schumacher patiente très longtemps derrière les vitres teintées avant que la voie soit libre pour aller
aller se recueillir sur la tombe du pilote brésilien. Un autre champion du monde qui fait souvent référence à Ayrton Senna, c'est Lewis Hamilton, un grand fan du pilote brésilien. Au Canada, en 2017, il signe le meilleur chrono des qualifications. C'est sa 65e pole. Il égale le nombre de poles de Senna et la famille du Brésilien lui réserve une magnifique surprise en lui offrant le casque de son idole. Je tremble d'émotion, je suis sans mots. Ayrton, c'était comme pour la plupart d'entre vous, je suppose, mon pilote préféré. Il m'a inspiré pour être là où je suis aujourd'hui. Égaler le nombre de pôles et recevoir son casque est un énorme honneur. Je remercie énormément la famille Senna et vous tous réunis ici. Senna, malgré les années qui défilent, continue d'inspirer les nouvelles générations de pilotes. Un exemple, Charles Leclerc, la nouvelle star de chez Ferrari. Leclerc est né en 1997, 3 ans après le décès de Senna. Pourtant, quand on lui demande s'il a une idole, voici sa réponse. Ayrton Senna, que malheureusement et bizarrement je n'ai jamais vu rouler en vrai, mais mon père était un énorme fan de Ayrton. Et j'ai toujours eu une admiration pour lui à travers les livres, les documentaires, les on-board que j'ai vus sur Internet. Ça a toujours été une personne qui m'a énormément inspiré. C'est sidérant, le temps n'a pas de prix sur Ayrton Senna. Pas un grand prix dans le monde sans qu'il n'y ait un moment pendant le week-end une référence à lui. Et au Brésil, tant d'années après, il reste vénéré par toute la population. Tentative d'explication. Je pense que c'est d'abord son aura, c'est quelque chose qu'on n'explique pas, on l'a ou on l'a pas. Certaines personnes ont ce charisme, ce rayonnement. J'ai souvent dit que même en le connaissant bien, moi je lui tapais pas sur l'épaule ou il imposait de manière naturelle une sorte de distance avec les communs des mortels que nous sommes. C'est assez bizarre à dire et c'est très dur à expliquer, mais voilà, c'était comme ça, une forme de respect. Voilà, on lui tapait pas sur le ventre en faisant une bonne blague, peut-être que certains le faisaient, mais enfin moi je le faisais pas, même si je le connaissais depuis son plus jeune âge. Donc je pense qu'il y avait ça, cette aura. Il y a tout le côté, bon, c'était un beau garçon, c'était un champion, il était très intelligent, il avait une manière de communiquer qui était très forte, un peu pas vraiment comme Alain, parce qu'Alain lui aussi est très fort dans la communication, mais pas du tout sur le même registre. Voilà, tous ces paramètres, je pense, ont fait que c'était un type. Et puis on sentait que c'était quelqu'un de très très généreux. Et moi, ce qui m'a toujours étonné chez lui, c'est cet engagement qu'il mettait au volant, sur la piste. Il allait vraiment très très loin et il se mettait parfois en danger, je pense. Moi, je me souviens que c'était le seul type, quand je le voyais à cette époque courir, enfin c'était le seul, peut-être parce que je le connaissais aussi, dont je me disais, il pourrait se faire mal un jour. Alors qu'il était très, contrairement à ce qu'on pense, pas du tout tête brûlée et très à cheval sur les questions de sécurité. Plein de pilotes l'ont dit et ont fait remarquer qu'il était au contraire très très attaché à la sécurité des voitures, à la sécurité sur les circuits. Mais une fois dans la voiture, il mettait tout dans la balance. Donc tout ça a fait que son style, son engagement, le côté très agressif, très spectaculaire, son palmarès, tout ça accumulé font qu'aujourd'hui, effectivement, on voit des rappels de son existence assez vrai sur tous les Grands Prix. Moi, ça me marque aussi. Je ne dis pas que ça me choque, mais ça me marque. Un drapeau par-ci, une référence, un pilote qui en parle à un moment ou à un autre. Et c'est vrai qu'il ne se passe pas un week-end de Grand Prix sans que son nom ou son image ne soit ou entendue ou vue. C'est assez troublant. Souvent, lors de nos visites à Sao Paulo pour le Grand Prix du Brésil, on fait le détour rapide par le cimetière de Morumbi où repose Senna. Nous avons aussi eu l'occasion de visiter la fondation qui, d'une certaine manière, prolonge l'œuvre de Senna et sa volonté d'aider les jeunes Brésiliens.
Alors on se trouve, Gaëtan, ici dans un endroit que peu de gens peuvent voir, peu de gens ont accès. Et pour Warm Up, on a l'opportunité de le faire. C'est la Fondation Senna, avec plein d'objets qui ont une histoire, on va le voir. Une fondation qu'Ayrton avait initiée déjà avant son décès. Il faisait énormément de charité de son vivant et peu avant sa mort, il avait dit à sa sœur, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour aider les enfants du Brésil. Il y a des grandes disparités au niveau de la société entre les riches et les moins favorisés. Il voulait faire quelque chose. Il y a d'ailleurs une phrase qu'on va voir ici dans la fondation où il disait, si vous voulez changer quelque chose dans le monde, la première chose à faire, c'est de donner une éducation aux enfants. Et donc, il avait les petites figurines Senninha qu'il vendait à l'époque et tous les bénéfices servaient à essayer d'aider les jeunes Brésiliens. Et puis, quand il est décédé, sa sœur Viviane et toute la famille Senna, ils ont décidé de poursuivre l'œuvre et de faire une fondation qui a été officiellement créée en 1991. Alors, le but, c'est quoi? C'est de donner une éducation aux jeunes Brésiliens. Ce qu'ils font, en fait, c'est de former des professeurs. Et ces professeurs donnent une éducation aux jeunes Brésiliens. Mais ils aident par an 1,5 million de jeunes Brésiliens à travers tout le pays, ce qui est quand même énorme. Et 23 ans après le décès d'Ayrton, ça existe toujours. C'est très scrupuleusement mené, c'est très sérieux, il n'y a aucun scandale, c'est très clair, ce ne sont que des fonds privés, il y a énormément de donations d'entreprises brésiliennes ou étrangères, donc c'est quelque chose qui marche toujours très bien. Et il y a, je crois qu'il y a 140 personnes qui travaillent ici à la Fondation tous les jours pour continuer à aider les petits Brésiliens. Oui, cette fondation qui mise sur l'éducation, il y a beaucoup d'objets, on va le voir justement, qui rappellent et qui ont vraiment tous une histoire. On voit ici la McLaren d'Ayrton Senna, ils ont tous une petite histoire, voire une grande histoire. C'est assez particulier aussi. Oui, cette voiture-là, donc c'est la McLaren Honda de 1990. L'histoire, c'est que Ayrton avait dit à Ron Dennis, le patron de l'époque, mon vieux, je vais gagner sur les terres de Ferrari avec notre McLaren Honda. Dommage que ça n'existe pas aujourd'hui, parenthèse, la McLaren Honda. Et alors, il avait dit à Ron Dennis, si jamais, qui était très sceptique, si jamais je gagne, mon vieux, tu me donnes la McLaren. Et donc, il a reçu de Ron Dennis la McLaren. Et c'est, je pense, la seule McLaren qui se trouve aujourd'hui au Brésil, parce que toutes les autres McLaren sont en Angleterre ou ailleurs en Europe, mais c'est la seule qui se trouve ici au Brésil. Il y a tous ces objets qu'on va voir un petit peu après aussi. Et puis, très impressionnant, on est chaque fois impressionné aussi quand on vient, il y a une énorme influence qui reste d'Ayrton Senna. Dans les rues, on voit des fresques, il y a beaucoup de choses qui restent d'Ayrton Senna, malgré que ça fait quand même assez longtemps qu'il est décédé. Et on l'a vu l'année dernière, on a été au cimetière à Morumbi. Chaque année, pendant le Grand Prix, il y a des gens qui viennent se recueillir sur la tombe. On voit en ville encore des fresques, etc., concernant Senna. Et puis aussi, quand vous parlez aux Brésiliens, ça reste une icône, un mythe. Il faut savoir qu'à l'époque, le Brésil était vraiment dans une période économique très compliquée. Et Ayrton avait dit, il savait que c'était vraiment un messager. Et donc, c'était le seul Brésilien qui pouvait apporter de la fierté, du bonheur aux Brésiliens qui souffraient dans leur chair dans le pays. Il avait toujours son drapeau brésilien. Il avait une détermination incroyable. Et il disait, moi, à travers le monde, je suis celui qui va apporter cette fierté aux Brésiliens. Il y a plein d'anecdotes aujourd'hui. Les Corinthians, par exemple, le club de foot, ils ont toujours un énorme drapeau pour tous leurs matchs à l'effigie d'Ayrton. Ou lors de grandes manifestations sportives au Brésil, eh bien, il y a des petits bracelets avec des messages de la détermination qu'avait Ayrton Senna. Je n'abandonne jamais, il faut toujours y croire. Donc 23 ans après, eh bien, son empreinte, son influence est toujours bien présente. Oui, et puis côté course, à Interlagos, il y a un grand moment. 1991, ça reste marqué pour tous les Brésiliens aussi. Oui, ça c'est vraiment une course incroyable. De 84 à 89, il avait essayé de gagner au Brésil, à Rio, ça n'avait jamais fonctionné. En 90 à Interlagos, ça n'avait pas marché non plus. Et en 91,
eh bien, il était à nouveau en pôle avec sa McLaren devant 2 Williams, celle de Mansell et celle de Patrese. Il était parti, il était en tête et puis boum patatras, problème avec la boîte de vitesse. Pour résumer, il se retrouve avec le 6e rapport, plus que ça. Il parvient à résister à Mansell qui abandonne, puis à Patrese, de plus en plus difficile, c'est incroyablement compliqué. Et puis la pluie arrive, ça le sauve, il gagne, Magic qui gagne à domicile, émotion terrible quand il est dans la voiture, message avec le team et tout, mais il est tellement allé au bout de ses forces qu'il renonce, il s'arrête dans son tour après la victoire et il n'en peut plus, il ne sait plus bouger en 1991. Chaque année, lors du Grand Prix à Interlagos, un hommage est rendu à Ayrton Senna, la plus grande joie des spectateurs. L'an dernier, c'est son neveu Bruno, le fils de sa sœur Viviane, qui a eu l'honneur de pouvoir faire quelques tours au volant de la McLaren de son oncle. L'opportunité pour nous d'évoquer avec lui cet incroyable héritage. C'est incroyable. Et puis, cette voiture n'a jamais roulé ici à Sao Paulo auparavant, puisque le Grand Prix se déroulait à Rio en 1988. Et cela va donner à peut-être 99% des gens présents ici l'occasion de voir cette voiture en action pour la toute première fois. Elle est tellement belle, j'ai pu la conduire jeudi pour déjà avoir un premier feeling et je suis impatient de pouvoir la conduire avant le Grand Prix, ça va être incroyable. Vous avez débuté votre carrière en karting avec un très bon professeur, votre oncle Ayrton. Il était comment, professeur ? Un très bon professeur, le genre de professeur qui veut vous apporter toute son expérience. Et si j'essayais de le dépasser par l'extérieur, il me balançait en dehors de la piste. Bon, je pense qu'il m'a rien appris parce que j'essaye toujours aujourd'hui de dépasser par l'extérieur. Parfois ça marche, parfois pas, mais c'était un super gars. À la maison, il était très relax, très agréable. C'était fantastique d'avoir un oncle comme lui et je suis fier d'être de sa famille. Comme je suis exceptionnellement fier de pouvoir lui rendre cet hommage ce week-end. Je suis venu au Brésil à de multiples reprises et 25 ans après sa mort, c'est incroyable de se dire qu'il est toujours présent partout, en ville, sur les murs, dans le programme, sur la piste, dans les esprits de tout le monde et pas seulement les Brésiliens. Comment expliquez-vous cela ? Je pense qu'Ayrton s'est transcendé et est allé au-delà du sportif d'exception qu'il était. C'était une personne spéciale et je parle de sa personnalité. Il a inspiré les gens sur la piste et en dehors. Ayrton, c'était vraiment ça. C'était une source d'inspiration pour les gens de tous horizons et issus des 4 coins du monde. Les gens ont continué à parler de lui, même s'il n'a jamais été aussi exposé que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Au Brésil, il y a toujours sa fondation, bien sûr. On entretient sa mémoire en donnant des cours aux plus jeunes, en leur donnant l'opportunité de recevoir une éducation. Et si on peut continuer comme ça, son souvenir restera présent à jamais. Vous venez de parler de sa fondation et c'est important parce que c'était sa volonté, mais c'est aussi la volonté de sa famille de continuer dans cette voie et de s'occuper de ceux qui ont eu moins de chance dans la vie. C'est important ? Bien sûr, Ayrton faisait déjà des dons à diverses œuvres de charité quand il était toujours là. Il a eu besoin d'en faire plus parce qu'il ne savait pas où allait son argent. Il voulait en faire plus, il savait que lui était devenu ce qu'il est devenu parce qu'il avait reçu la bonne opportunité au bon moment. Il serait très fier du boulot accompli par la Fondation. Il y a eu plus de 26 millions d'enfants et d'adolescents qui ont profité de ce programme depuis que la Fondation existe. Et on espère pouvoir continuer à le faire pendant longtemps. On verra si ce beau et grand pays parvient à devenir encore meilleur. Est-ce que c'est facile de porter le nom Senna au Brésil? Parce que je vous ai vu, quand nous sommes arrivés au circuit, c'est dingue, tout le monde veut une photo, un selfie, un autographe, c'est incroyable. Vous savez, nous sommes tous très fiers de faire partie de la famille d'Ayrton. Je pense qu'avec l'admiration que les gens lui portent, en conséquence, nous sommes reconnus dans la rue. Mais cela prouve la passion que les gens avaient et ont toujours pour lui. Mais c'est chouette, on ressent vraiment cette chaleur et on espère que les gens auront à jamais ces sentiments envers lui. Une dernière anecdote encore à vous proposer pour peut-être un peu mieux cerner ce personnage fascinant, étonnant, détonnant, captivant, envoûtant, qui avait certainement ses défauts bien sûr, un personnage à multiples facettes, comme l'illustre ce dernier témoignage. Ça se passe à Silverstone en 1993. On se souvient que Senna a une voiture qui n'est pas géniale. Enfin, le châssis est top, mais le moteur n'est pas là. Et la voiture favorite, c'est évidemment la Williams. Et à Silverstone, au Grand Prix de Grande-Bretagne, les premiers tours sont d'une violence terrible entre lui et
et Alain Prost. Mais ce qui se passe juste avant la course m'a vraiment étonné. Je suis dans le stand à l'époque, je suis dans les stands McLaren juste avant la préparation de la mise en grille. Et la McLaren est arrêtée, le cockpit avec les ceintures de chaque côté du cockpit. Et dans le cockpit, il y a Bianca, qui est sa nièce, qui est en train, avec le casque de Senna sur la tête. Je vois ça, je me dis, oulala, parce que Senna ne laissait à personne le soin de nettoyer son casque, préparer sa visière avant les courses ou avant les essais. Et donc, je me suis dit, là, il va peut-être râler un peu. Et en fait, il s'est dirigé vers Bianca, qui était vraiment une petite fille à l'époque. Il lui enlève tout doucement le casque, il lui fait une caresse, quelques mots doux. Je me souviens, il y avait Viviane qui était là, sa sœur, et il a des mots très gentils pour sa nièce, qui descend du cockpit. Bon voilà, lui continue à s'occuper de son casque, se prépare et suivent ces 2 ou 3 premiers tours d'une violence inouïe en piste et qui contrastent vraiment avec ce que j'avais vu juste avant, cette attention, cette humanité, vraiment, je me suis dit, bon, il y a deux types qui habitent ce garçon, quoi. C'était ça, vraiment, c'est une image qui me revient souvent et qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Voilà, Ayrton Senna est mort, mais à la fois encore tellement vivant dans nos mémoires. Fin 1993, quelques mois avant son décès, la chanteuse Tina Turner l'avait invité sur scène lors de l'un de ses concerts. Senna, avait-elle dit, simply the best. Ma foi, pas grand-chose à ajouter. Senna, simply the best.